Opération démonstration de force. Le porte-avions américain nucléaire Abraham Lincoln, escorté de sous-marins et de navires de guerre, stationne selon la Maison-Blanche au large de l'Iran. Et Donald Trump l'a déclaré dans un meeting, il est bien décidé à renforcer la pression. There's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. Donald Trump va-t-il faire parler les armes ou profiter d'être en position de force pour négocier un accord sur le nucléaire iranien? Tension au maximum entre Washington et les mollahs depuis que le régime a réprimé des manifestations dans le sang. Tirer dans la tête des gens avec des snipers, ils l'ont fait, c'est horrible. Et c'est ce que nous avons vu. Ce régime est probablement plus faible que jamais. Aux abois, le régime iranien a étouffé la contestation à coups de répression brutale, faisant plus de 30 000 morts selon des ONG. Les rares témoignages relatent les corps qui s'entassent à la morgue et des scènes de tuerie. C'est le moment le plus dramatique de ma vie. Ce que j'ai vu, c'est l'enfer. J'ai entendu des tirs et j'ai compris que quelqu'un avait ouvert le feu sur la foule. Les gardiens de la révolution, bras armés du régime des mollahs, ont été ajoutés cet après-midi par l'Union européenne sur sa liste des organisations terroristes. Une série de sanctions a été entérinée. Membres du gouvernement, procureurs, chefs d'unité de police, membres du corps des gardiens de la Révolution, responsables du blocage d'Internet, verront leurs actifs gelés et se verront interdit l'accès au territoire européen. Face aux sanctions et aux menaces d'intervention américaine, l'Iran se dit prêt à une riposte écrasante, tandis que la Turquie et les voisins du Golfe appellent à l'apaisement pour éviter une guerre régionale. Alors contraints au silence, traumatisés par les massacres, les Iraniens espèrent-ils encore une intervention américaine? Quelles sont les intentions de Donald Trump? Nos trois invités, Chora Makaremi, bonsoir. Vous êtes anthropologue au CNRS. Vous avez publié en septembre dernier Résistance affective, les politiques de l'attachement face aux politiques de la cruauté. Et selon vous, Donald Trump a trahi le peuple iranien. Il avait appelé explicitement à manifester contre le régime, puis les a laissés se faire massacrer. Et vous ajoutez, même si la responsabilité du massacre incombe évidemment au régime, les Iraniens savent à quoi s'en tenir avec Trump maintenant. À côté de vous, Héloïse Fayet, chercheuse à l'IFRI, vous êtes spécialiste du nucléaire iranien. Selon vous, après la séquence du Groenland et du Venezuela, Donald Trump a de nouveau les mains libres pour frapper l'Iran. Mais vous ajoutez, il temporise car les objectifs des Américains en cas de frappe ne sont pas tout à fait clair. Et à côté de vous, David Rigoulet-Rose, bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, vous êtes par ailleurs rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et vous estimez que l'objectif de Trump est de régler la question nucléaire avec un deal. Quant aux voisins de l'Iran, ils préfèrent un régime faible à un changement de régime. Leur cauchemar, c'est un Iran démocratique. Quant à qui sont ses voisins, on le développera au cours de notre débat. Mais on démarre avant la question de Benjamin avec une question Chora Makaremi. Est-ce que vous avez, vous qui êtes franco-iranienne, avez-vous, et malgré Internet qui a été coupé pendant plusieurs semaines, avez-vous réussi à avoir des nouvelles des vôtres en Iran par des biais détournés, par écrit ou par Zoom ou grâce à Starlink ou d'autres moyens? Oui. Il y a eu 2 semaines de silence absolu. Donc ça, c'était difficilement soutenable. Et des possibilités de connexion par intermittence sont réouvertes depuis quelques jours. Moi, personnellement, j'ai réussi à parler à quelques membres de ma famille, mais pas à tout le monde. Et sinon, on communique par écrit. Que vous disent-ils En fait, ils sont sous le choc absolu de ce qui vient de se passer. Il y a une sidération immense. Ils sont en deuil. C'est vraiment un massacre très important qui a eu lieu. Et des images quand même circulent. Et tout le monde connaît quelqu'un. Beaucoup de gens connaissent quelqu'un. Enfin, tous ceux que moi je connais connaissent quelqu'un dans les petites villes, dans les grandes villes, qui a été tué ou qui est disparu. Donc en fait, il y a le suspense, la peur, la terreur continue de tisser leur toile, quoi. Benjamin, la déclaration du jour pour démarrer le débat. Tout à fait. Elle est signée Donald Trump sur son propre réseau social Truth Social. C'était hier et à destination donc des dirigeants iraniens. Le temps est compté, écrit notamment le président américain. La prochaine attaque sera bien pire que celle menée en juin dernier quand les États-Unis avaient frappé, on s'en souvient, des installations nucléaires. David Rigoulet-Rose, pourquoi les États-Unis interviendraient maintenant alors qu'ils ont renoncé à le faire au plus fort
de la contestation des manifestations. Oui, c'est d'ailleurs un grief qui lui est reproché. Effectivement, il y a une espèce de contretemps. Dans le timing, c'est quand même problématique, puisqu'il avait appelé quasi explicitement, effectivement, à l'insurrection, en réalité, contre les autorités iraniennes en place, contre le régime de la République islamique, et puis en disant l'aide arrive, et puis l'aide a fait défaut. Et donc, alors, il y a un certain nombre de raisons qui expliquent que la décision, justement, n'a pas été validée. D'abord, le dispositif militaire n'était pas présent. Ce qui est le cas aujourd'hui, mais ça ne l'était pas à l'époque. Donc il a parlé, alors on ne sait pas si c'est par précipitation ou par légèreté, mais évidemment, au vu du résultat catastrophique que ça induit, on peut comprendre les Iraniens... Ce sentiment de trahison évoqué par... Effectivement, le sentiment d'abandon qui aujourd'hui préside à la perception générale. Élysée Fayet, le président américain, parle d'abord du nucléaire. Est-ce que c'est sa préoccupation, sa principale préoccupation, ou c'est un prétexte justement pour justifier cette intervention éventuelle tardive? Oui, alors déjà, il faut rappeler qu'une éventuelle intervention américaine n'aurait aucune base légale ni juridique, étant donné qu'il n'y a pas de mandat de l'ONU, par exemple, et qu'effectivement, la justification d'aider les manifestants tient bien moins aujourd'hui, étant donné que les manifestations se sont tarées du fait de la répression extrêmement sanglante. Donc effectivement, ce que semble faire Donald Trump, c'est reconstruire un nouveau récit, en fait, permettant de justifier une éventuelle attaque, exactement comme il l'avait fait en juin 2025, où là aussi, il faut se rappeler que les frappes israélo-américaines avaient eu lieu en pleine négociation. Il y avait eu une reprise des négociations, alors certes pas très crédible, mais tout de même à partir d'avril 2025, directement entre l'Iran et les États-Unis sur le sujet du nucléaire et puis un petit peu du balistique. Et puis ces négociations avaient été pulvérisées en fait par les frappes israéliennes et ensuite les frappes américaines. Donc ce qu'on peut craindre aujourd'hui, effectivement, c'est Donald Trump qui tend une main a priori aux Iraniens, enfin au gouvernement iranien en disant « voilà, je suis prêt à renégocier ». En réalité, dans quelles conditions est-ce que le gouvernement iranien pourrait réellement croire que les Américains sont prêts à négocier? Étant donné qu'il faut se rappeler, c'est quand même Donald Trump qui est sorti du JCPOA, donc l'accord sur le nucléaire iranien en 2018. Et donc là aussi, c'était une sorte de trahison en fait pour les Iraniens qui, eux, avaient respecté quasiment tous leurs engagements de ce traité. Donald Trump en était sorti et puis il n'a fait qu'en fait ne pas vouloir revenir à des négociations, mais au contraire employer la force. Oui. Shoura Makaremi, que disent les Iraniens, ceux que vous avez pu contacter, s'ils sont encore libres de parler au téléphone, parce que c'est surveillé, sur une éventuelle intervention américaine? La souhaitent-ils? Alors ça, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la société iranienne est opaque. C'est-à-dire, moi, je suis anthropologue, je ne peux pas juste vous parler des 3 personnes que je connais. Mais par contre, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de sondage fiable. Et c'est une société iranienne qui est maintenue opaque, qui est construite comme opaque. C'est une des techniques de gouvernement les plus dans lesquelles la République islamique a le mieux réussi. Voilà. Donc ça, il faut savoir qu'on ne peut pas, que personne ne peut vous dire très exactement savoir ce que pense la société iranienne. Cela dit, aujourd'hui, plus que jamais, il y a l'idée que ce que veulent les Iraniens, en tout cas, c'est assez clair, ça s'est rendu... Mais comment ça s'est rendu clair? Au terme de 30 ans, on va dire, de luttes successives, de soulèvements, de slogans qui changent, etc. Donc si on observe ça, il y a une constance et une continuité de demande de liberté. Et aujourd'hui, cette demande de liberté et cette demande de démocratie et cette sécularisation aussi qu'on observe dans la société iranienne, je pourrais y revenir, c'est un élément très important, même d'un point de vue géopolitique, je pense, tout cela débouche sur une demande d'ouverture du jeu, d'ouverture de l'espace politique. Et cette possibilité d'ouverture, le seul endroit où les Iraniens, les Iraniennes le voient, c'est une intervention armée. Mais dans... extérieur, en leur faveur, ou eux-mêmes s'armant? Alors, ça c'est l'autre chose, c'est que au moment du soulèvement Femmes, Vie, Liberté, je pense que en 2022-23, ce qui a été clair, c'est que la résistance, qui était très claire dans sa volonté de renverser le pouvoir, était aussi très claire dans sa volonté de ne pas armer, de ne pas s'armer. Donc oui, il y a une tradition pacifiste et en ce moment, les Iraniens cherchent la moindre possibilité d'ouverture pour l'investir, parce que je pense qu'il y a une conscience aussi que le peuple, la souveraineté populaire, l'agentivité, c'est-à-dire le pouvoir d'action de la population, est totalement absente du jeu. C'est-à-dire que Trump, qui trahit l'Iran en 2018, c'est pas le même Iran, c'est le gouvernement iranien qui est trahi. Trump, qui trahit
aujourd'hui, c'est la rue. Les manifestants. Il ne la trahit pas. Il se sert de sa volonté de démocratie pour chercher une justification à un jeu politique dans lequel la volonté du peuple, ou le pouvoir d'action du peuple, est absent. Et voilà. C'était très clair. On va revenir à notre sujet sur le bras de fer entre l'Iran et les États-Unis à propos du nucléaire que vous évoquiez tout à l'heure avec une archive. On est en 95, Bill Clinton est président des États-Unis et il demandait un embargo commercial total contre Téhéran. Regardez. Ne rien faire contre l'Iran qui veut l'arme nucléaire et qui soutient le terrorisme serait désastreux. Déclaration faite hier soir par Bill Clinton devant le Congrès juif mondial, et cela n'est pas neutre. Israël, on le sait, est inquiet de la reprise des travaux de la centrale nucléaire de Bushehr sur le golfe arabo-persique, dont le directeur jure pourtant que l'énergie dégagée là ne servirait qu'à éclairer les foyers iraniens. À Téhéran, la première réaction officielle émane du vice-ministre iranien Vaezi, qui estime que l'embargo contre l'Iran fera surtout du tort aux États-Unis, ce que les experts pétroliers internationaux, d'ailleurs, reconnaissent. Mais c'est surtout Boris Eltsine que Clinton voudrait convaincre de ne pas vendre à l'Iran une centrifugeuse capable de fournir de l'uranium enrichi de type militaire. Les deux hommes se rencontrent dans une semaine. David Rigoulet-Rose, 30 ans plus tard, le sujet nucléaire est toujours sur la table. Quel a été l'impact de l'opération Midnight Hammer, c'est dans la nuit donc, du 21 au 22 juin dernier, réel sur le programme nucléaire iranien? Est-ce qu'on le sait? C'est toute la question. Donald Trump doit le savoir. Après, pour le plus... Il avait dit que c'était extraordinaire. Oui, alors effectivement, il y a le narratif selon lequel il y a eu une annihilation des installations nucléaires iraniennes. Bon, il y a trois principales, il y a Fordo, Natanz, et voilà. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas en capacité de vérifier. D'ailleurs, l'AIEA n'a pas eu l'autorisation d'aller sur les sites. L'Agence internationale de l'énergie atomique, qui veut d'autant plus aller voir sur les sites qu'il y a la fameuse question lancinante des 450 kilos à 60 enrichis. C'est le stock d'uranium enrichi à 60% qui est proche d'un seuil militaire et dont on ignore la localisation à ce jour, l'usage éventuel, la dispersion. Donc c'est une question quand même très importante. C'est pour ça que Raphaël Grossi, qui est le directeur de l'agence, demande instamment à pouvoir inspecter. Et on voit qu'il y a évidemment une obstruction iranienne qui est justifiée par le fait que les frappes, entre guillemets, illégales, formellement, de l'été dernier, légitimer le refus effectivement iranien d'accéder à ces sites. Et Louise Fayet, là-dessus, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça reste le cœur du problème et qu'il peut y avoir une marge de négociation ou pas? C'est une illusion. Non, moi, je pense que c'est pas le cœur du problème. C'est-à-dire qu'en tout cas, c'est effectivement quelque chose qui fait peur. Il faut rappeler que l'Iran aujourd'hui n'a pas d'arme nucléaire. L'Iran n'a jamais eu d'arme nucléaire. Et en fait, quand on voit en 1995, ils partent de la centrale de Bushehr. Bushehr n'a jamais été utilisé pour fabriquer de la matière nucléaire à des fins militaires. C'était d'autres sites, mais jamais Bushehr. En réalité, la principale menace que pose l'Iran aujourd'hui à ses voisins, c'est le programme balistique iranien. Donc des missiles conventionnels qui ont été utilisés notamment contre Israël et puis le Qatar donc en 2024 et 2025. Et ça, effectivement, les États-Unis et Israël savent à peu près où sont les sites de stockage de missiles balistiques. Et donc, on pourrait, s'il y a de nouvelles frappes, ça pourrait plutôt être contre ces sites-là. Le problème étant que vous pouvez tout à fait interdire à un pays d'avoir une arme nucléaire, étant donné que l'Iran est signataire du traité de non-prolifération nucléaire. C'est beaucoup plus difficile de lui interdire d'avoir des missiles balistiques. Donc, c'est plutôt ça que cherche Trump, en fait. C'est un deal global à la fois sur le nucléaire, le balistique et l'influence iranienne dans la région. Alors justement, à propos de Trump qui évoque une armada, David Rigoulet-Rose, quelle force de frappe les Américains disposent? Ah oui, le dispositif qui a été envoyé sur zone, il est considérable, puisqu'il y a effectivement un porte-avions, l'Abraham Lincoln, avec 3 destroyers, vraisemblablement un sous-marin d'attaque. Il y a un deuxième porte-avions qui est censé arriver à partir de la Méditerranée, le Roosevelt. Et donc l'Iran se retrouve en étau, enserré, clairement, avec une capacité, une modalité pratique militaire de blocus potentiel. C'est là-dessus probablement que parie Donald Trump, un peu à l'image, toute chose égale par ailleurs, du Venezuela, même si la comparaison n'est pas raison. Mais en tout cas, il y a un dispositif qui renvoie à celui qui était celui de 2003 pour l'Irak. Même si, du point de vue de Donald Trump, il n'est pas question
de faire le même scénario, à savoir un changement, un régime change. Ce qui n'exclut pas un régime collapse, c'est-à-dire faire que le régime implose de l'intérieur, en faisant, avec l'attente de l'émergence d'un interlocuteur qui serait susceptible justement de concrétiser un deal qui pour l'instant est dans l'impasse. Mais en éliminant les cadres dirigeants principaux ? C'est pas exclu. On peut rien exclure avec Donald Trump, avec de toute façon des incertitudes sur les attendus d'un tel scénario. Anna, comment l'Iran pourrait réagir à ces attaques ? Effectivement, face à cet envoi d'armada américaine, l'Iran a fait savoir rapidement qu'elle avait confiance en ses capacités et qu'elle se préparait à une riposte écrasante. Sur le plan militaire, regardons, Téhéran dispose de missiles avec une portée de 2500 km. Elle peut aussi compter sur des drones, les Shahed kamikazes de longue portée à usage unique qui vont aller ensuite exploser sur des cibles visées. Le chef de l'armée iranienne a d'ailleurs annoncé ce matin en doter ses régiments de 1000 nouvelles unités. Et puis la dernière arme, ce sont les sous-marins. Téhéran disposerait d'une trentaine, mais difficile de connaître leur état de vétusté. Ce qui leur manque en revanche, ce sont des radars, des systèmes de défense antiaérienne qui ont été détruits par Israël pendant la guerre des 12 jours en juin dernier, mais aussi des avions de chasse. Maintenant, du point de vue idéologique, l'Iran a peu compté sur le soutien de ses proxys. Les milices irakiennes ont appelé leurs combattants à se préparer à une guerre totale en soutien à l'Iran. Le Hezbollah, très affaibli depuis le 7 octobre, a fait savoir qu'il ne resterait pas neutre. Quant aux Houthis du Yémen, ils ont laissé entendre qu'ils pourraient reprendre leurs attaques en mer Rouge, notamment par cette vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Héloïse Fayet, est-ce que ça vous paraît suffisant pour tenir tête face aux États-Unis en cas d'attaque ? En fait, tout dépend de ce que les États-Unis peuvent et veulent faire. Est-ce qu'ils auront aussi le soutien d'Israël ? Et ensuite, il faut voir que du point de vue iranien, la plupart de leurs réactions aux actions israéliennes et américaines depuis 2024 ont été très mesurées et cela ne leur a servi à rien. Et cela, au contraire, les a mis en fait dans une position de faiblesse. Là, je parle évidemment spécifiquement du gouvernement iranien. Par exemple, quand il y a eu les frappes américaines et israéliennes en juin, l'Iran a répondu effectivement contre Israël et ensuite contre le Qatar, mais d'une façon très mise en scène, étant donné que la base américaine qui a été ciblée avait été vidée en amont. Là, on sait qu'il y a certaines emprises militaires et diplomatiques qui ont été vidées également. Mais aujourd'hui, en fait, l'Iran est un peu face à un dilemme. C'est-à-dire s'ils réagissent à nouveau d'une façon que eux considèrent comme mesurée et que cela ne permet pas en fait de passer un message et d'apparaître comme fort, eh bien ils auront un peu perdu cette séquence. Et donc le risque en fait est d'une riposte beaucoup plus importante en réussissant à mobiliser effectivement ces groupes d'influence, ce qui n'est pas du tout gagné, parce que c'est pas sûr qu'ils veulent s'exposer, notamment le Hezbollah et les milices chiites irakiennes. Et donc le risque en fait c'est des nouvelles réponses contre Israël, même si Israël n'est pas engagé dans cette séquence. Et on l'a bien vu, par exemple, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont déclaré qu'ils ne voulaient pas que leur espace aérien soit utilisé par les États-Unis ou Israël. Alors, les États-Unis n'ont pas besoin de l'utiliser, notamment grâce au groupe aéronaval, mais ça montre bien effectivement que, en tout cas, publiquement, les pays de la région ne veulent pas d'escalade. Vous le dites, publiquement. En tout cas. Vous aviez évoqué tout à l'heure, Chora Makaremi, le désir de sécularisation de la société iranienne. Vous pouvez y revenir rapidement ? Oui, en fait, ça semblait crucial. Oui, c'est moins un désir de sécularisation qu'un fait. En fait, il y a deux exploits, encore une fois, qu'a réussi à faire la République islamique, qui sont un peu des incompréhensions. C'est que après presque un demi-siècle de règne, d'une part, elle a transformé une société qui était massivement compatible avec l'idéologie théocratique, fasciste du khomeïnisme en 79, en une société aujourd'hui plus majoritairement séculière, mais vraiment majoritairement séculière. Et ça, c'est fait, comme l'expliquait Marcel Gauchet tout à l'heure, par le fait que le religieux, en devenant étatique, a été vidé de justement sa puissance spirituelle, de son sacré, etc. Et que les individus iraniens sont des individus modernes, massivement éduqués, avec des taux d'accès à l'enseignement supérieur semblables à un pays comme la Pologne, à des taux d'accès à Internet quand ils ne sont pas en blackout, qui sont semblables à un pays comme Hong Kong,
selon l'ONU. Donc voilà. Et l'autre chose, c'est que le slogan de la révolution de 1979, c'était indépendance, liberté, république islamique. Et la première chose, c'était une révolution anti-impérialiste. Hein. Et les Iraniens ont toujours été très souverainistes et nationalistes. Et aujourd'hui, cette société est arrivée à voir dans le jeu géopolitique international une possibilité d'ouvrir, encore une fois, une fenêtre d'investissement politique d'une souveraineté qu'elle a totalement perdue du fait de cette théocratie avec laquelle, en fait, elle est en guerre. C'est-à-dire que moi, je parlais, lors du soulèvement Famille Liberté, d'un divorce entre la société et l'État. Aujourd'hui, je parlerai d'une guerre où l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et de fait, l'Iran est au centre du monde aujourd'hui et des préoccupations mondiales. Plusieurs pays mettent en garde les États-Unis sur le risque d'une intervention militaire. L'Arabie saoudite, vous l'avez dit, mais aussi la Chine, alliée de l'Iran. Écoutez son ambassadeur à l'ONU. 伊朗是独立的主权国家，伊朗的事情应由伊朗人民自主决定。中方希望并支持伊朗保持国家稳定，武力解决不了问题。任何军事冒险行动只会将地区推向不可预知的深渊。 David Rigoulet-Rose, la Russie aussi a dit qu'il y a une marge de négociation. Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement si jamais il y a cette intervention américaine? Théoriquement, les deux alliés que vous évoquez, puisqu'il y a des partenariats stratégiques qui ont été signés, en 2021 avec la Chine et 2025 avec le Moscou, laisse penser que l'Iran pourrait bénéficier de leur soutien, ce qui est loin d'être acquis. Parce qu'en réalité, et d'ailleurs Téhéran se méfie beaucoup de ses alliés, et chinois et russes. Donc en réalité, l'Iran est très seul de ce point de vue-là. Ça accentue sa faiblesse, effectivement. Mais le cas de la Chine est intéressant parce que la Chine, c'est 80% du pétrole de contrebande, entre guillemets, sous sanction, qui est acheté par la Chine. Et donc, on sent bien que... Et là, on retrouve la variable du Venezuela. En réalité, c'est aussi une variable géopolitique qui rentre en jeu dans le calcul de Donald Trump. Et Louise Fayet, très rapidement, les Européens viennent de classer les gardiens de la Révolution comme une organisation terroriste. Est-ce que ça peut être efficace, avoir une quelconque efficacité ou pas sur le régime? Je pense que ce qui est plus efficace, en fait, ce sont toutes les sanctions économiques qui viennent d'être mises en œuvre. En fait, au lieu de cibler des dirigeants d'industrie de défense, ce genre de choses, là, les sanctions sont plus ciblées sur les personnes à l'origine de la répression. Alors évidemment, les premiers à souffrir des sanctions, ce sont les Iraniens eux-mêmes. Mais en tout cas, là, on est quand même passé de sanctions militaires à des sanctions pour promouvoir effectivement la démocratie, ce qui me semble être un premier pas positif. On avance donc. Merci infiniment pour ce débat qui était dense et qui était absolument passionnant. Merci à tous les trois.